Je vous propose aujourd'hui d'explorer l'iceberg de l'univers. Le voyage se fera par des allers-retours entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Au début, on s'intéressera à la partie visible de l'iceberg, avec des sujets connus, mais en donnant quand même des détails croustillants. Puis, sous la surface, à mesure qu'on descendra en profondeur, on abordera des sujets de plus en plus fascinants et de plus en plus mystérieux. Le trajet se fera jusqu'aux abysses, avec les découvertes les plus récentes, dont certaines vont peut-être vous retourner le cerveau. Enfin, il se peut que sous les abysses se cache un niveau encore plus obscur, à des profondeurs insoupçonnées, où il ne faudra s'aventurer qu'avec la plus grande prudence. J'ai pas mis de sponsor pour cette vidéo, je vous parle juste de ma chaîne secondaire qui s'appelle Sciences Physique, sur laquelle je donne des cours pour les élèves de prépa. Certains le savent, je suis prof de physique en prépa. Là, vous voyez à l'écran des révisions de mathématiques avec toutes les filières, MPSI, PCSI, etc. Habituellement, c'est plutôt des cours de physique. Si vous êtes étudiant en prépa, cette chaîne va énormément vous aider à réussir les concours. Je mets des rappels de cours, des exercices classiques et plein de conseils incontournables. Si vous voulez y accéder, c'est le premier lien en description. Allez, retour à la vidéo. Niveau 0, la partie visible. Les planètes. En observant les étoiles, nos ancêtres se sont rendus compte que certains objets se déplaçaient de façon bizarre dans le ciel. Ces objets ressemblaient à des étoiles, mais ils ne scintillaient pas et ils ne suivaient pas le mouvement d'ensemble de la voûte céleste. Là, vous voyez Mars qui, en quelques jours, bouge sur le fond étoilé et fait une sorte de boucle. Plus tard, on a compris que ces astres étaient des planètes qui tournaient autour du Soleil. Ici, la boucle est causée par les trajectoires de la Terre et de Mars. À l'œil nu, on peut observer 5 planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Si vous ajoutez la Lune et le Soleil, ça vous donne les 7 astres errants qui correspondent aux 7 jours de la semaine. Lundi pour la Lune, mardi Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne, et dimanche, Sunday en anglais, le jour du soleil. Plus tard, on a découvert Uranus. Comme elle se déplaçait lentement dans le ciel, on a d'abord cru que c'était une étoile. C'est seulement en 1781 qu'on a compris que c'était en fait une planète. Peu après, on s'est rendu compte qu'il y avait une perturbation bizarre dans la trajectoire d'Uranus. On a calculé que cette perturbation était forcément causée par une autre planète située encore plus loin. On a pointé les télescopes à l'endroit précis donné par les calculs et on a effectivement observé la 8e planète qu'on a appelée Neptune. Un bel exemple de la capacité de la science à prédire les choses. Il faut garder en tête que toutes ces planètes, y compris Jupiter qui est énorme par rapport à la Terre, toutes ces planètes sont en fait très petites par rapport au Soleil. Là, vous voyez Jupiter et la Terre, on la distingue à peine. Le Soleil, c'est 99,8% de la masse du système solaire. Notre système solaire, c'est surtout une étoile et à la marge des petits grains de poussière qui tournent autour. Les planètes naines. Ensuite, on a découvert Pluton. On a décrété que c'était une planète, puis on a décrété que c'était plus une planète. En partie parce qu'on a découvert encore plus loin que Pluton un objet qu'on a appelé Eris et qui est 27% plus massif que Pluton. En fait, Pluton est plus petit que la Lune, donc faut pas abuser, on n'entre pas comme ça dans le club des planètes. Dans la ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter, au milieu de milliards de petits astéroïdes, on a aussi découvert Cérès. Cérès qui est suffisamment grosse pour être ronde. Dans l'espace, plus vous êtes gros et plus vous êtes rond. Tous ces objets, Pluton, Eris, Cérès, on les appelle désormais des planètes naines, les satellites naturels. Autour de 6 des 8 planètes du système solaire orbitent des satellites. Mercure et Vénus n'en ont pas, la Terre en a un, Mars en a 2, Phobos et Deimos, Jupiter en a 95, mon préféré c'est Io. Déjà le nom est trop cool, et en plus regardez cette belle surface toute cabossée par les volcans. En fait, Io est tellement proche de Jupiter qu'il y a des marées 200 fois plus fortes que sur Terre. Il n'y a pas d'eau sur Io, c'est la croûte elle-même qui est déformée par les marées. Ça réchauffe énormément la planète,
et c'est ça qui crée l'activité volcanique intense. Saturne, en plus de ses anneaux majestueux, possède 146 satellites, dont Encelade, sur laquelle on a découvert de l'eau et des molécules organiques. Sur Encelade, on a des conditions qui pourraient éventuellement accueillir la vie. Uranus et Neptune possèdent respectivement 28 et 16 satellites. Après, c'est tellement loin qu'il y a sûrement de petits satellites qu'on n'a pas encore détectés. La mécanique céleste. Quand on mettait la Terre au centre de l'univers, on arrivait à expliquer le mouvement des planètes, mais ça demandait des trajectoires très compliquées avec des cercles imbriqués dans d'autres cercles. C'était le modèle géocentrique centré sur la Terre. C'est un modèle qui marche, qui donne de bonnes prédictions pour les trajectoires des planètes, mais qui se révèle extrêmement compliqué. Ce qui fonctionne beaucoup mieux et de manière beaucoup plus simple, c'est le modèle héliocentrique centré sur le Soleil. Si en plus de ça, on remplace les trajectoires circulaires par des ellipses, on obtient les lois de Kepler qui décrivent parfaitement le mouvement des astres avec des hypothèses simples. On adore ça en physique, réussir à décrire une grande variété de phénomènes à partir d'hypothèses les plus simples possibles. Ensuite, Newton, le boss de la physique, a expliqué ce mouvement elliptique par la force de gravité. C'est la manière dont la gravité fonctionne qui fait que les trajectoires sont des ellipses. Newton invente ainsi la théorie de la gravitation universelle. La gravité se comporte de la même manière partout dans l'univers. La force qui fait tourner la Lune autour de la Terre, c'est la même force qui fait tomber la pomme sur la tête de Newton. Avec les lois de Newton, on explique les mouvements de tous les objets du système solaire, avec une excellente précision. Il y a juste un tout petit défaut de rien du tout dans le mouvement de Mercure, qu'on n'arrive pas à expliquer à l'époque, mais ça, on en reparlera un peu plus bas dans l'iceberg. Atomes et molécules. La question de la nature de la matière s'est posée dès l'Antiquité. La théorie la plus commune consistait à dire que le monde était constitué de 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. Puis, avec l'alchimie, on a commencé à ajouter d'autres éléments fondamentaux, comme l'acier, la chaux vive, le plomb, le savon. Et au XVIIIe siècle, ça commence à se préciser. Les savants vont découvrir tout un tas de gaz auxquels ils vont donner des noms un peu bizarres. L'air fixe, l'air inflammable, l'air déphlogistiqué. Aujourd'hui, on les appelle le gaz carbonique, l'hydrogène et l'oxygène. Lavoisier comprend que la masse se conserve, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et on aboutit, petit à petit, à un modèle où les corps chimiques peuvent se décomposer en substances élémentaires. On appelle ça les éléments chimiques, l'hydrogène, l'oxygène, le magnésium, le fer, etc. Et Mendeleïev classe ces éléments dans le fameux tableau périodique qui est affiché dans toutes les salles de cours de physique-chimie, sauf dans la mienne d'ailleurs, faut que j'en mette un. Ce tableau constitue un énorme bond en avant dans la science. On comprend que la matière est faite d'atomes, des petites billes d'un millionième de millimètre, et que ces atomes se combinent en molécules pour donner les propriétés chimiques des gaz, des liquides et des solides. On se rendra compte ensuite que ces petits atomes ne sont pas incassables, ils ont une structure interne. On en parle tout de suite en passant sous la surface de l'iceberg. Niveau 1, sous la surface. Les électrons. En faisant le vide dans des tubes en verre et en les soumettant à une tension électrique, les scientifiques ont mis en évidence un rayonnement. Ils ont appelé ça le rayonnement cathodique et ils ont compris un peu après que ce rayonnement était constitué de minuscules particules de charge négative qui ont été arrachées aux atomes. On appelle ces particules des électrons. La structure des atomes se précise, un petit noyau chargé positivement au centre et des électrons en orbite autour. Les protons. Un peu plus tard, on découvre que le noyau contient lui aussi des particules, cette fois-ci chargées positivement. Ce sont les protons, et le nombre de protons dans le noyau
permet de définir l'élément observé. Quand le noyau contient un seul proton, c'est de l'hydrogène. Quand il contient 2 protons, c'est de l'hélium. Quand il y en a 6, c'est du carbone. Quand il y en a 8, c'est de l'oxygène, etc. jusqu'au noyau lourd comme l'uranium, qui contient 92 protons. D'ailleurs, vous l'avez vu, ces noyaux contiennent d'autres particules représentées ici en gris. Les neutrons. Peu après la découverte du proton, on détecte un rayonnement très énergétique et non chargé. Le rayonnement n'a pas de charge électrique, il n'est pas dévié par les champs électriques. On comprend que ce n'est pas de la lumière, c'est forcément une nouvelle particule qui n'a pas de charge électrique, donc une particule neutre, on va l'appeler le neutron. On a vu qu'un noyau de carbone comportait 6 protons, il comporte également 6 neutrons. Donc en tout, il y a 12 particules dans un noyau de carbone. C'est pas toujours le cas. On rencontre aussi des noyaux de carbone qui contiennent 8 neutrons au lieu de 6. 8 neutrons plus 6 protons, ça fait 14. Ça donne le fameux carbone 14 qui se désintègre au bout de 6000 ans et qui permet de faire les fameuses datations au carbone 14. La ceinture de Kuiper. Allez, on retourne dans l'espace. On a parlé de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Il se trouve qu'il y a une autre ceinture dans le système solaire, au-delà de Neptune, qu'on appelle la ceinture de Kuiper. La ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter contient des corps plutôt rocheux. La ceinture de Kuiper est plutôt constituée de morceaux de glace. On y trouve 3 planètes naines, Pluton, Makemake et Haumea, et c'est de là que viennent certaines comètes qui passent proche de la Terre. Là, vous voyez par exemple la comète Tempel 1. La NASA a envoyé un impacteur s'écraser dessus pour l'étudier. C'est un peu bourrin comme méthode, mais ça permet de faire des mesures. L'animation que vous voyez, ce sont les dernières photos prises par l'impacteur avant le choc. En fait, la plupart des comètes ne viennent pas de la ceinture de Kuiper, elles viennent d'une zone située encore plus loin qu'on appelle le nuage d'Oort. Le nuage d'Oort est un ensemble d'objets très éloignés, mais qui restent sous l'influence de la gravité du Soleil. Parmi ces objets éloignés, il y a beaucoup de comètes. Ces comètes, ce sont des mélanges de gaz et de poussière, avec une taille de quelques centaines de mètres à quelques dizaines de kilomètres. Celles-là, il ne faut pas se les prendre sur la tronche. Là, vous voyez le disque des planètes qui est tout petit sur l'image. Comparé à ça, le nuage d'Oort s'étend sur des distances vraiment énormes, 1000 fois plus loin que Neptune. On pense que certaines comètes sont situées à plus d'une année-lumière du Soleil, sachant que Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de nous, est à 4,2 années-lumière. Les nébuleuses. Avec l'amélioration des télescopes, on a observé de plus en plus d'étoiles, mais aussi un nombre de plus en plus grand d'objets diffus. On les a appelés des nébuleuses. Certaines sont formées de gaz et de poussière qui ont été rassemblés par leur propre gravité, et certaines sont les restes de l'explosion d'une étoile. Soit d'une étoile de faible masse comme le Soleil, dans ce cas-là on parle de nébuleuse planétaire, soit d'une étoile massive, et dans ce cas-là, on parle de supernova. À côté de ça, certaines nébuleuses ont l'air de faire partie d'une autre catégorie. Elles ont un aspect différent, et en mesurant leur vitesse puis leur distance, on a fini par comprendre qu'il s'agissait d'objets bien plus gros et bien plus éloignés que prévu. Les galaxies. Ces nébuleuses un peu spéciales étaient en fait des galaxies. Notre galaxie est appelée la Voie lactée, elle contient environ 100 milliards d'étoiles, et dans l'univers observable, on estime qu'il existe environ 100 milliards de galaxies. 100 milliards de galaxies qui contiennent chacune 100 milliards d'étoiles, ça en fait des mondes à explorer. Les étoiles du ciel nocturne sont situées entre 4 années-lumière et 2000 années-lumière, à comparer à la galaxie complète qui a un diamètre de 150 000 années-lumière. Si on regarde une représentation de la Voie lactée, le Soleil est à peu près ici, et toutes les étoiles que vous distinguez dans le ciel nocturne
sont en fait contenus dans ce petit cercle. Andromède, la galaxie la plus proche de nous, est située à environ 2,5 millions d'années-lumière, et elle se rapproche petit à petit. Elle devrait entrer en collision avec la Voie lactée d'ici 4 milliards d'années. On classe les galaxies en 5 grands types. Les galaxies elliptiques, des amas plus ou moins sphériques avec des étoiles qui se déplacent dans tous les sens. Les galaxies lenticulaires qui sont plates. Les galaxies spirales qui sont plates également mais avec en plus des bras spiraux qui s'enroulent autour d'un bulbe central. Les spirales barrées avec une grande barre centrale. Et les irrégulières qui souvent ont été déformées par une interaction avec une galaxie voisine. Géante rouge et naine blanche. On a parlé des nébuleuses et on a vu que certaines étaient formées de gaz et de poussière qui s'étaient rassemblées à cause de la gravité. Parfois, cet effondrement par gravité va tellement loin que la matière se retrouve comprimée à très haute pression et à très haute température. À tel point que l'hydrogène se met à fusionner en hélium, ce qui provoque une émission de lumière très intense, une étoile est née. Pendant des milliards d'années, l'hydrogène va donc être transformé en hélium par fusion nucléaire. Cette fusion de l'hydrogène en hélium va libérer de l'énergie et créer un rayonnement vers l'extérieur. Les couches externes de l'étoile sont alors repoussées vers l'extérieur à cause de la pression de ce rayonnement. Et en même temps, elles sont attirées vers le centre par la gravité. En temps normal, ces deux forces s'équilibrent et l'étoile est stable. Par contre, quand il n'y a plus de carburant au centre, quand il n'y a plus d'hydrogène, la pression de radiation s'arrête, ne reste que la gravité, et du coup le cœur de l'étoile se comprime. Cette compression relance la fusion, cette fois-ci autour du noyau, et de manière plus intense. Ça va faire gonfler l'étoile, qui va devenir une géante rouge. Au bout d'un moment, le carburant s'épuise également autour du noyau. À nouveau, la pression de rayonnement s'arrête. À nouveau, il ne reste plus que la gravité. Ça provoque une nouvelle compression du cœur de l'étoile qui va se transformer en naine blanche. Et les instabilités vont expulser les couches externes de l'étoile pour former une nébuleuse planétaire. Ça, c'est le destin des petites étoiles comme le Soleil. Ces petites étoiles finissent par se transformer en géantes rouges, puis en naines blanches, un objet très compact avec des atomes comprimés à l'extrême. Les supernovas et les étoiles à neutrons. Les étoiles plus grosses, comme Bételgeuse, connaissent une explosion beaucoup plus violente en fin de vie. On appelle ça une supernova. Dans ce cas-là, ce qui reste du cœur de l'étoile ne finit pas en naine blanche, mais en un objet encore plus compact, une étoile à neutrons. Là, les atomes sont tellement comprimés qu'ils sont détruits, il ne reste plus que leur noyau, l'étoile est alors composée uniquement de neutrons. Ça forme un objet de quelques kilomètres de diamètre seulement et d'une densité extrême. La densité du Soleil, c'est à peu près la densité de l'eau en moyenne. La densité d'une naine blanche, c'est 10 000 fois la densité du Soleil. Une étoile à neutrons, c'est des milliards de fois la densité du Soleil. Les trous noirs. Et dernier cas de figure, quand l'étoile en fin de vie est supermassive, la compression est encore plus violente. Vous connaissez l'histoire, l'objet final est alors tellement dense, la gravité est tellement importante que même la lumière ne peut pas s'échapper. On assiste alors à la création d'un trou noir. Niveau 2, le cœur de l'iceberg. La lumière, onde ou particule. Au XIXe siècle, on comprend que l'électricité et le magnétisme sont en fait deux aspects d'un même phénomène qu'on appelle l'électromagnétisme. On a donc deux grands domaines de la physique qui fusionnent, l'électricité et le magnétisme. Et en faisant ça, on se rend compte qu'il y a un troisième domaine qui rentre dans la théorie, c'est le domaine de l'optique. On comprend que la lumière est en fait une onde électromagnétique. La lumière visible, c'est l'oscillation de champs électriques et de champs magnétiques. Quand la fréquence de cette oscillation diminue, on atteint le domaine des infrarouges, des micro-ondes et des ondes radio.
Et quand elle augmente, à partir du visible, on va au-delà du violet, dans les ultraviolets, puis dans le domaine des rayons X et des rayons gamma. Comme pour les ondes sonores, la lumière subit des diffractions et des interférences. Donc tout ça, ça montre que la lumière est une onde, mais certaines expériences et certaines mesures indiquent que la lumière se comporte parfois plutôt comme un ensemble de particules. Quand on décompose la lumière du soleil avec un prisme, on appelle ça un spectre, on se rend compte que notre étoile nous envoie beaucoup de lumière visible et sur les côtés, un peu d'infrarouge et un peu d'ultraviolet. Retenez bien ça, on va en reparler juste après. La forme de cette courbe, la forme de ce spectre, ne s'explique pas si la lumière est une onde. Ça ne marche que si la lumière est composée de particules. La thermodynamique. La thermodynamique est une autre grande théorie de la physique. C'est un cadre qui permet d'expliquer les échanges d'énergie dans les moteurs et dans les centrales électriques. Elle permet de comprendre comment la chaleur circule et elle a abouti à la création d'un concept fascinant, l'entropie. L'entropie mesure la dispersion de l'énergie. Parfois on dit que ça mesure le désordre. Et d'après le second principe de la thermodynamique, si un système est isolé, son entropie ne peut qu'augmenter, elle ne peut jamais diminuer. Ça veut dire que dans ces systèmes isolés, l'énergie ne fait que se disperser. Et donc, en gros, le désordre ne fait qu'augmenter. Si ça vous intéresse, j'ai fait une série de 4 vidéos sur le sujet. La catastrophe ultraviolette. Le souci, c'est que si on essaye de combiner les deux points dont on vient de parler, si on essaye d'appliquer les lois de la thermodynamique au spectre du Soleil, ça ne marche pas. Ce qu'on observe dans l'expérience, et donc ce qu'une bonne théorie devrait nous donner aussi, c'est une courbe comme ça, beaucoup de lumière visible, peu d'infrarouge et peu d'ultraviolet. Ça, c'est le spectre observé, c'est la vraie courbe. Eh bien, les lois de la thermodynamique, elles prédisent ce genre de courbe. Une courbe qui augmente sans cesse dans les ultraviolets, donc ça colle pas du tout avec l'observation. On a appelé ça la catastrophe ultraviolette. Et pour résoudre ça, on en a parlé un petit peu avant, il faut arrêter de considérer la lumière uniquement comme une onde. Dans ce cas-là, il faut la voir comme un ensemble de particules, de petites quantités de lumière. Et quand on a décrit ces petites quantités d'énergie lumineuse, au début du XXe siècle, on les a appelées les quantas. La théorie des quantas. Grâce à ces quantas de lumière, plus tard on appellera ça des photons, on explique le spectre du Soleil. Cette fois-ci, on trouve la bonne courbe, la courbe observée. Et ce qui est génial, c'est que, au passage, on explique d'autres choses comme la stabilité des atomes. Ça, c'est le signe d'une bonne théorie. On résout un problème qu'on a devant nous dans l'immédiat, et en plus, ça fait des prédictions sur d'autres phénomènes qui se révèlent être exacts. Avant la théorie des quantas, on pensait que les électrons tournaient autour du noyau de la même manière que les planètes tournent autour du Soleil. Le problème avec ça, c'est que si des électrons tournent, ils sont obligés d'émettre des ondes lumineuses, des ondes électromagnétiques. Ça, c'est quelque chose qu'on observe en permanence. Si vous accélérez des électrons ou si vous faites tourner des électrons, ils vont émettre des ondes électromagnétiques. Et ces ondes, elles emportent avec elles de l'énergie. Et donc si les électrons tournent, ils émettent des ondes, et donc ils vont perdre de l'énergie. Et à force de perdre de l'énergie, au bout d'un moment, les électrons vont s'écraser contre le noyau. Les atomes devraient alors s'effondrer sur eux-mêmes, la matière ne devrait pas être stable. Et ce qui nous sauve, c'est que si on arrête de voir la lumière comme une onde, mais qu'on la voit comme un ensemble de particules, un ensemble de quantas, alors on n'a plus cette perte d'énergie progressive par les électrons. Les électrons restent bien sagement sur leur orbite, l'atome est stable. C'est la théorie des quantas. Les atomes peuvent gagner ou perdre de l'énergie, mais ils vont le faire de manière abrupte. Quand l'atome gagne de l'énergie, un électron va sauter vers une orbite plus élevée, et quand l'atome perd de l'énergie, l'électron redescend. Et quand vous décrivez le spectre du Soleil ou la stabilité des atomes, vous dites cette fois que la lumière est un ensemble de particules.
Plus tard, on va comprendre qu'il y a un lien très profond entre les ondes et les particules, et on va se rendre compte que la lumière est en fait à la fois une onde et un ensemble de particules. On appelle ça la dualité onde-particule. D'ailleurs, il y a la même dualité pour les électrons. On peut voir les électrons comme des particules, ça on savait déjà, mais on peut aussi les voir comme des ondes. Ici, vous voyez des figures d'interférence créées non pas par de la lumière, mais par des électrons. Et pour expliquer l'apparition des interférences, il faut décrire les électrons comme des ondes. Donc la lumière, c'est à la fois une onde et des particules, et la matière aussi, par exemple si elle est constituée d'électrons, on va aussi la décrire à la fois comme une onde et comme un ensemble de particules. Ça va donner naissance à une des plus belles constructions scientifiques de l'ère moderne, la mécanique quantique. La mécanique quantique. Cette théorie décrit la dualité onde-particule dont on vient de parler, mais en fait, elle va beaucoup plus loin que ça. C'est le modèle qui aujourd'hui décrit l'intégralité du monde microscopique. En mécanique quantique, les électrons ne suivent plus des trajectoires autour des noyaux, ils occupent ce qu'on appelle des orbitales. On peut voir ça comme un nuage de probabilité de présence. Selon les interprétations, on peut dire que l'électron a une certaine chance d'être ici ou là. On peut aussi dire qu'il est à la fois ici et là. Chaque orbitale est associée à une énergie, et quand l'atome gagne de l'énergie, l'électron passe brutalement d'une orbitale à une autre. Il fait ce qu'on appelle un saut quantique. Le saut quantique, c'est ce passage brutal d'un état à un autre. C'est un peu comme si l'électron était placé dans un immeuble et qu'il ne pouvait habiter qu'à un étage précis. Il peut habiter à l'étage 2, il peut habiter à l'étage 3, il peut changer d'étage, mais il va jamais le faire progressivement en prenant les escaliers petit à petit. Il va passer brutalement, comme s'il se téléportait, de l'étage 2 à l'étage 3. Donc soit il est dans l'état quantique numéro 2, soit il est dans l'état quantique numéro 3, mais il va jamais être dans l'état quantique 2,7 par exemple. Par contre, c'est pas fini, c'est jamais fini avec la mécanique quantique. Par contre, et c'est un principe de base de la mécanique quantique, il peut être dans une superposition d'états. L'électron, peut-être qu'il n'est pas dans l'état 2,7, ok, mais il peut être dans un mélange de l'état numéro 2 et de l'état numéro 3. On dit qu'il est dans une superposition des états 2 et 3. Et c'est seulement quand vous faites une mesure sur cet électron, c'est seulement quand vous l'observez, que vous le forcez à choisir entre l'état numéro 2 ou l'état numéro 3. Ça, c'est très choquant, on n'a pas l'habitude de ce genre de phénomène. Si les objets à notre échelle se comportaient de la même manière, on pourrait, par exemple, rencontrer un chat qui serait à la fois mort et vivant. C'est le fameux chat de Schrödinger. Il est dans une boîte et tant que vous ouvrez pas la boîte pour observer le chat, il est dans une superposition, il est à la fois mort et vivant. Donc au niveau microscopique, les particules peuvent passer brutalement d'un état à un autre, c'est le saut quantique. Elles peuvent être dans des superpositions, à la fois dans l'état 2 et dans l'état 3. Ça fait déjà deux aspects très bizarres de la mécanique quantique. Et il y a un troisième aspect, peut-être encore plus bizarre, on ne peut pas mesurer à la fois la position et la vitesse d'une particule. Vous pouvez essayer, mais vous n'aurez jamais les valeurs précises pour les deux en même temps. On ne peut pas déterminer la position et la vitesse en même temps, il y a une indétermination. C'est ce qu'on appelle le principe d'indétermination de Heisenberg. La radioactivité. Dans l'expérience de pensée du chat de Schrödinger, on enferme le chat dans une boîte et ce qui décide de la vie ou de la mort du chat, c'est la désintégration d'un atome. Par exemple, si l'atome se désintègre, ça libère du poison et le chat meurt. Cette désintégration, c'est le phénomène de radioactivité et on peut l'observer parce que ça émet des rayons, les fameux rayons alpha, bêta et gamma. Alors pourquoi est-ce que certains atomes émettent comme ça des rayons alpha, bêta ou gamma? Pour ça, il faut s'intéresser au noyau des atomes. Dans le noyau, un neutron peut se transformer en proton et émettre au passage un électron.
le rayonnement de cet électron vers l'extérieur, c'est ça qu'on appelle un rayon bêta. Parfois, le noyau peut émettre un photon à très haute énergie, un rayon gamma, et parfois, c'est carrément un paquet de 2 neutrons et de 2 protons qui est éjecté. Ce paquet, c'est un noyau d'hélium. Vous vous souvenez, dans le tableau périodique, un proton, c'est l'hydrogène, 2 protons, c'est l'hélium. Et ce noyau d'hélium, on appelle ça un rayon alpha. Niveau 3, le dessous de l'iceberg. La fission nucléaire. Maintenant, si on va beaucoup plus bas dans le tableau périodique, donc avec des noyaux de plus en plus gros, on va rencontrer beaucoup d'atomes instables qui vont se désintégrer spontanément. Et donc ils vont émettre de la radioactivité spontanément. Vous pouvez aussi provoquer cette désintégration. Par exemple, si vous envoyez un neutron sur un noyau d'uranium, l'uranium va se scinder en deux en formant 2 atomes plus petits, par exemple du krypton et du barium. L'uranium c'est 92 protons, le barium c'est 56 protons et le krypton c'est 36 protons. 36 plus 56 ça fait bien 92. Donc pour les protons, le compte est bon. Maintenant, si on s'intéresse aux neutrons, l'uranium possède 143 neutrons. Il faut ajouter le neutron que vous avez envoyé, donc ça donne au départ 144 neutrons, mais à l'arrivée, le barium possède 85 neutrons et le krypton 56. 85 plus 56, ça fait 141, ça fait pas 144. Il manque 3 neutrons. Ce qui s'est passé, c'est que lors de la fission, lors de la désintégration du noyau d'uranium, il y a 3 neutrons qui sont partis dans la nature. Et ça, c'est très important. En France, une bonne partie de l'électricité vient de cette fission nucléaire. Donc si votre ordinateur ou votre téléphone fonctionne, c'est grâce à ces 3 neutrons. Pourquoi ? Parce que ces neutrons sont émis vers d'autres atomes d'uranium. Ça va entraîner d'autres fissions avec à nouveau des émissions de neutrons qui vont eux-mêmes aller taper sur d'autres atomes d'uranium, etc. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Cette réaction émet de la chaleur. Avec cette chaleur, vous faites bouillir de l'eau. La vapeur va faire tourner une turbine. Et une turbine qui tourne, ça permet de générer de l'électricité. Voilà, vous savez fabriquer une centrale nucléaire. Ça, c'est si on contrôle la réaction en chaîne. On peut aussi faire en sorte volontairement que la réaction s'emballe. Et dans ce cas-là, vous connaissez le résultat. Les neutrinos. On a parlé de la désintégration bêta, un neutron qui se transforme en un proton et un électron, mais je vous ai pas tout dit sur cette désintégration. Je vous ai caché quelque chose. Quand on regarde cette transformation et qu'on fait le bilan de charge électrique, les choses se combinent bien. Au début, on a un neutron, donc une charge électrique nulle, et à la fin, on a un proton de charge plus 1 et un électron de charge moins 1. Ça se compense exactement, proton plus électron, ça c'est un système de charge nulle. Et il faut que la charge soit conservée, c'est une des grandes lois de la physique. Mais il y a autre chose qui doit être conservée, c'est l'énergie. Et dans les années 30, quand les physiciens ont mesuré précisément l'énergie de cette désintégration bêta, ils ont fait une découverte un petit peu embêtante. L'énergie du neutron au départ est systématiquement plus grande que l'énergie finale du système proton plus électron. Dans ce cas-là, on a 2 possibilités. Soit on dit que la conservation de l'énergie, finalement, c'est pas une loi de la nature. Soit, et c'est ce qui a prévalu, on dit que l'énergie manquante a été emportée par une nouvelle particule qu'on n'a pas réussi à détecter sur le moment. Cette nouvelle particule, il faut qu'elle ait une charge électrique nulle. Elle doit être neutre parce que le bilan de charge électrique, il fonctionnait très bien. Donc il ne faut pas y toucher. Alors le nom de neutron est déjà pris. Et donc cette toute petite particule, quasiment indétectable, on va l'appeler le neutrino. Aujourd'hui, on arrive à en détecter, mais c'est très dur. Il faut d'énormes quantités d'eau et d'énormes détecteurs. Les électrons
Et les neutrinos, on est à peu près sûr que ce sont des briques de base de la nature. Quant aux neutrons et aux protons, on en parle tout de suite. Les quarks. Prenez un canon à électrons, je suis sûr que vous avez ça chez vous, envoyez des électrons à grande vitesse sur un proton, les particules vont interagir et du coup les électrons vont être déviés de leur trajectoire. En étudiant l'angle de déviation, vous pouvez en déduire des propriétés du proton. Si l'électron que vous envoyez est à basse énergie, tout se passe comme si le proton était une particule ponctuelle, une particule élémentaire. Mais si vous envoyez un électron à plus haute énergie, l'électron n'interagit plus avec le proton dans son ensemble, mais seulement avec une partie du proton. Et donc s'il y a des parties dans le proton, c'est que c'est pas vraiment une particule élémentaire, c'est pas vraiment une brique de base. Cette partie du proton, on appelle ça un quark. Et dans le proton, tout comme dans le neutron, on observe la présence de 3 quarks. Avant, on disait que la matière était constituée de protons, de neutrons et d'électrons. Maintenant, on dit que les briques de base, ce sont les quarks et les électrons. A priori, vous êtes constitué de quarks et d'électrons. Les quarks se combinent en protons et en neutrons. Ces protons et ces neutrons forment les noyaux. Vous rajoutez des électrons autour de ce noyau, ça vous donne un atome. À partir de ces atomes, vous fabriquez les molécules, puis les cellules, les organes et les êtres vivants. Je vous avais promis qu'on ferait des allers-retours entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est le moment de repartir dans l'espace. La précession des équinoxes. Pour trouver le nord la nuit, vous prolongez 5 fois le segment de droite de la Grande Ourse et ça vous amène sur l'étoile polaire qu'on appelle Polaris. Ça, c'est valable de nos jours, mais il y a 14 000 ans, quand les humains étaient encore des chasseurs-cueilleurs, l'étoile qui indiquait le nord, c'était pas Polaris, c'était Vega dans la constellation de la Lyre. Vega, c'est une des 3 étoiles du triangle d'été. L'axe nord-sud de rotation de la Terre ne bouge pas pendant une année, c'est pour ça qu'il y a des saisons, mais si vous attendez plusieurs milliers d'années, vous allez voir cet axe tourner petit à petit, comme pour une toupie. On appelle ça un mouvement de précession. Et comme le lever du soleil au moment des équinoxes change petit à petit, on appelle ça la précession des équinoxes. En ce moment, à chaque équinoxe de printemps, le soleil se lève dans la constellation des Poissons. C'était la même chose l'année dernière, c'était la même chose il y a 10 ans, mais il y a 2000 ans, c'était dans le Bélier. Il y a 4000 ans, c'était dans le Taureau, etc. C'est ce qui donne les grandes ères astrologiques. On parcourt comme ça les 12 signes du zodiaque dans une longue période de 26 000 ans. Donc dans 1000 ans, le nord ne sera plus indiqué par Polaris, le nord va se déplacer sur la voûte céleste, et ce déplacement est périodique. Dans 26 000 ans, on sera revenu sur l'étoile polaire, sur Polaris. Les exoplanètes. Pendant longtemps, on s'est demandé si les autres étoiles avaient des systèmes planétaires comme celui qu'on a autour du Soleil. Et c'est seulement dans les années 90 qu'on a pu observer des planètes orbitant autour d'autres étoiles que le Soleil. D'abord, on a utilisé des méthodes de détection indirectes. Première méthode, on mesure un mouvement périodique de l'étoile avec l'effet Doppler. Quand une ambulance vient vers vous, le son est plus aigu, et quand elle s'éloigne, le son est plus grave. Et bien pour la lumière, c'est pareil. Quand une étoile vient vers nous, la fréquence de la lumière va être plus élevée. Et donc la couleur de l'étoile va être décalée vers les hautes fréquences, donc vers le bleu. Et quand l'étoile s'éloigne de nous, la fréquence diminue, et cette fois-ci, la lumière est décalée vers le rouge. Grâce à cet effet Doppler, on arrive à déduire le mouvement de l'étoile. Et si ce mouvement est un peu perturbé par une exoplanète, on est capable de le détecter. Deuxième méthode, une exoplanète passe devant l'étoile à chaque révolution et ça va créer un petit creux dans l'intensité lumineuse de l'étoile.
On appelle ça la méthode du transit. Et troisième méthode, depuis 2004, on arrive même à détecter directement des exoplanètes grâce à de l'optique de précision. Les quasars. Il y a tellement de masse qui se rassemble au centre des galaxies que généralement un trou noir se forme. Ce trou noir va être énorme, typiquement 1 million de fois la masse du Soleil. On appelle ça un trou noir supermassif. Ce genre de trou noir va attirer beaucoup de gaz, de poussière et même d'étoiles. Toute cette matière va tourner autour et former ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Et voilà l'image qu'on a réussi à obtenir du disque d'accrétion autour de Sagittarius A étoile, le trou noir supermassif de notre galaxie. Et au passage, voici la trajectoire de certaines étoiles qui orbitent autour. Ça, c'est la trajectoire sur quelques mois. Et là, vous voyez en accéléré le mouvement des étoiles sur 20 ans d'observation. Dans certaines galaxies lointaines, très lointaines, la matière du disque d'accrétion se met à tomber dans le trou noir en très grande quantité. La zone se met à chauffer jusqu'à des températures extrêmes et à émettre une quantité de lumière absolument délirante. Ça peut aller jusqu'à 100 fois la luminosité totale de la Voie lactée. On appelle cet objet un quasar. Un quasar, c'est vraiment pas gros, c'est un petit point au centre de la galaxie, et ce petit point émet 100 fois plus de lumière que toutes les étoiles de la galaxie réunies. Ici, on a une carte du ciel en rayons gamma, des ondes de très haute fréquence. On voit le disque de la Voie lactée au centre. Donc tout ça, ce sont des sources qui sont à quelques milliers d'années-lumière. Et ça, c'est un quasar qui est situé non pas à quelques milliers d'années-lumière, mais à 8 milliards d'années-lumière. Et on voit ce point parce qu'on est pile dans l'axe du faisceau lumineux. Donc quand je vous dis que ça émet une quantité de lumière démentielle, c'est vraiment le cas. La relativité. Grâce aux travaux de Lorentz, Poincaré et Einstein, on a compris au début du XXe siècle que la lumière avait la même vitesse dans tous les référentiels. Un référentiel, vous pouvez voir ça comme une grille solide attachée à un objet. Cette grille peut être immobile par rapport à vous, c'est votre référentiel. Elle peut aussi être accrochée à un vaisseau spatial. La grille attachée au vaisseau, le référentiel du vaisseau spatial, va se déplacer, par exemple, à 100 000 km par seconde par rapport à nous. Eh bien, ce que dit la relativité, c'est que si ce vaisseau émet de la lumière devant lui, la lumière par rapport au vaisseau va à la vitesse de la lumière, à 300 000 km par seconde, et naïvement, on pourrait croire que par rapport à nous, la lumière, du coup, elle va à 400 000 km par seconde. On a envie d'ajouter les vitesses. Eh bien, ça, c'est faux. Par rapport à nous, la vitesse de la lumière est aussi de 300 000 km par seconde. La conséquence de ça, c'est que suivant si vous êtes sur Terre ou dans le vaisseau, vous n'allez pas mesurer la même durée entre deux événements. Si je tape 2 fois des mains dans le vaisseau, je vais par exemple mesurer 1 seconde entre les deux claps, et bien quelqu'un depuis la Terre va mesurer 1 seconde et 6 centièmes par exemple. C'est ce qui fait que les horloges se désynchronisent. Vous connaissez aussi peut-être le paradoxe des jumeaux. Si un des deux jumeaux fait un voyage à grande vitesse dans l'espace, quand il revient, il sera plus jeune que le jumeau qui est resté sur Terre. Tout ça, c'est la relativité restreinte. C'est ce qui décrit la physique des objets à grande vitesse. Et ce qu'a fait Einstein, c'est qu'il a appliqué les principes de la relativité restreinte à la gravité. Et c'est ce qui a donné la relativité générale. D'ailleurs, une des conséquences de la relativité générale, c'est l'existence des trous noirs. Une autre conséquence, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'explication du mouvement bizarre de Mercure. Mercure a une trajectoire en forme d'ellipse autour du Soleil, et l'axe de cette ellipse tourne petit à petit. On observe une rotation de 575 secondes d'arc par siècle. Et le problème, c'est que la théorie de Newton prédisait un décalage de 532 secondes d'arc par siècle. C'est pas trop loin, mais c'est pas la bonne valeur.
Et on résout ça avec la relativité générale. Quand on fait le calcul relativiste, on trouve 575 secondes d'arc par siècle. On trouve exactement la valeur observée, l'antimatière. Quand on a voulu décrire le comportement des électrons, on s'est retrouvé face à un problème. Les électrons sont très petits, donc il faut utiliser la mécanique quantique, mais souvent, ils vont également très vite. Et donc il faut aussi utiliser la relativité restreinte. Et pendant quelque temps, on a eu beaucoup de mal à concilier les deux théories. C'est Paul Dirac qui a réussi l'exploit. Il a trouvé une équation qui respecte à la fois la mécanique quantique et la relativité restreinte. Et en faisant ça, il s'est rendu compte que son équation prédisait l'existence de nouvelles particules avec la même masse que les électrons, mais de charges électriques opposées. Aujourd'hui, on appelle ça des positons. Ce sont des antiparticules, c'est de l'antimatière. Pour chaque type de particule dans l'univers, il existe un symétrique, il existe une antiparticule. D'après ce qu'on observe, il y a beaucoup plus de particules que d'antiparticules, et on ne sait pas pourquoi. C'est encore une question ouverte de la physique. Niveau 4, les profondeurs. Les rayons cosmiques. Au début du XXe siècle, on se rend compte que certaines régions sont naturellement plus radioactives que d'autres. Suivant les endroits où vous vous trouvez, le sol va émettre plus ou moins de rayonnement. Les différences sont très légères, je vous rassure. De manière générale, on remarque que plus on monte au-dessus du sol, et moins on détecte de radioactivité. C'est normal vu qu'on s'éloigne du sol. Des scientifiques font l'expérience en montant en haut de la tour Eiffel, et effectivement, la radioactivité diminue, mais le problème c'est qu'elle diminue beaucoup trop lentement par rapport à ce qui était prévu par la théorie. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans la théorie qu'on avait à ce moment-là. On refait l'expérience avec des ballons pour monter plus haut en altitude, et là c'est le drame, ça diminue un petit peu au début, mais rapidement, la radioactivité se met à augmenter à nouveau dans des proportions assez importantes. Passé une certaine altitude, plus on monte et plus il y a de radioactivité. La conclusion, c'est qu'il y a un peu de radioactivité qui vient effectivement du sol, mais qu'il y a encore plus de radioactivité qui vient du ciel. Ce phénomène est dû à des particules qui arrivent à grande vitesse sur Terre depuis l'espace. On les appelle les rayons cosmiques. La Terre est bombardée en permanence par toutes sortes de particules, par exemple des protons. Ces protons viennent parfois du Soleil, mais ils peuvent venir de beaucoup plus loin. Certains ont par exemple été éjectés par des supernovas. Et il y a même des rayons cosmiques qui proviennent carrément d'autres galaxies. Le modèle standard. En observant les rayons cosmiques, on a détecté une nouvelle particule qui a les mêmes caractéristiques que l'électron, mais avec une masse 207 fois plus grande. On a appelé cette nouvelle particule le muon. Et plus tard, on a détecté dans les accélérateurs une troisième particule, avec encore une fois les mêmes caractéristiques que l'électron, mais encore plus massive, on l'a appelée le tau. Faisons un petit point sur les particules qu'on connaît. On a donc l'électron, le muon et le tau qui sont des sortes d'électrons très massifs. Vous vous souvenez tout à l'heure, on a parlé des neutrinos. Les premiers neutrinos qu'on a détectés, ce sont les neutrinos électroniques associés à l'électron. Plus tard, on a également détecté des neutrinos muoniques et tauiques associés aux muons et aux taux. On ajoute à ça les quarks, les composants des protons et des neutrons. On a détecté 6 types de quarks. On appelle ça des saveurs. Il y a donc 6 saveurs de quarks, up, down comme haut et bas, charm et étrange, S comme strange, étrange, top et bottom comme dessus et dessous. Il n'y a pas vraiment de logique dans les noms, c'est juste un choix historique. Et si on combine les électrons, les muons, les taux, les 3 neutrinos qui leur sont associés et les quarks, on obtient toutes les particules qui composent la matière. Voilà, toute la matière est formée à partir de ces 12 particules. C'est pas tout à fait terminé, ça ce sont les particules de matière, mais on a aussi des particules d'interaction. Les particules de matière
vont subir 3 types d'interactions. L'électromagnétisme, l'interaction nucléaire forte qui permet au noyau de rester compact, et l'interaction nucléaire faible qui est responsable de la radioactivité. Si vous ajoutez à ça la gravité, ça vous donne les 4 interactions fondamentales. Donc là, vous pourriez me dire, ok, on a parlé des quarks et des électrons, mais le photon dans tout ça, c'est bien une particule. Eh bien oui, le photon, ça peut être vu comme une particule, et c'est justement la particule qui permet aux électrons et aux quarks d'interagir entre eux par électromagnétisme. Le photon, c'est pas une particule de matière, c'est une particule d'interaction. C'est elle qui va porter l'interaction entre 2 électrons, par exemple. Donc l'électromagnétisme est porté par les photons, l'interaction forte est portée par d'autres particules d'interaction qu'on appelle les gluons, et l'interaction faible, elle est portée par les bosons W et Z. Voilà, vous avez ici toutes les particules de matière et d'interaction du modèle standard de la physique. Alors toutes, pas tout à fait, il en manque une, c'est le fameux boson de Higgs, on en reparle un peu après. Le plasma de quarks et de gluons. Dans les accélérateurs, comme celui du CERN à Genève, on envoie des noyaux d'atomes à très grande vitesse les uns contre les autres. Ça crée pendant un court instant une toute petite boule de feu qui atteint les 1000 milliards de degrés, on appelle ça un plasma. Dans le Soleil, la température est également très élevée, il fait tellement chaud que les électrons sont arrachés au noyau des atomes. Ça crée une soupe d'électrons et de protons, c'est le plasma électrique. Et bien, dans la petite boule de feu créée par la collision, la température est encore plus élevée et ce sont carrément les constituants des protons qui vont être libérés. Donc les quarks et les gluons, qui sont normalement confinés dans les protons, vont pouvoir sortir. Ça crée un nouvel état de la matière qu'on appelle le plasma de quarks et de gluons. Donc le plasma électrique classique, comme dans le Soleil, ce sont des milliers ou des millions de degrés. Le plasma de quarks et de gluons, c'est une toute autre catégorie. La température atteint les 1000 milliards de degrés. Et ça, c'était précisément le sujet de ma thèse. J'ai fait une vidéo sur la chaîne qui parle de tout ça en détail. Le Big Bang. Grâce à l'effet Doppler, on arrive à mesurer la vitesse des galaxies. Plus la lumière qu'on reçoit est décalée vers le rouge, plus on en conclut que la galaxie s'éloigne de nous à grande vitesse. Par différentes méthodes, on arrive également à mesurer la distance de ces galaxies et la conclusion est sans appel. On observe que plus les galaxies sont loin de nous et plus elles s'éloignent à grande vitesse. Tout se passe comme si l'univers était une sorte de gâteau au raisin. Le gâteau est en train de cuire, en train de gonfler, avec ici chaque galaxie représentée par un raisin. À mesure que le gâteau gonfle, les raisins vont s'éloigner les uns des autres. Mais ce qui est bien avec cette analogie, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de centre. C'est pour ça qu'il ne faut pas voir le Big Bang comme une explosion à partir d'un centre. Tous les raisins voient la même expansion autour d'eux. Si on habitait dans une autre galaxie, on observerait la même chose. Les galaxies s'éloignent de nous, et plus elles sont loin, et plus elles s'éloignent vite. Et ensuite, le raisonnement est le suivant. Si l'univers est en expansion, imaginons qu'on passe le film à l'envers, ça veut dire que, il y a très longtemps, toute la matière était comprimée dans un état très dense et très chaud. Pour se moquer de la théorie, les opposants ont appelé ça le gros boom, en anglais le Big Bang, et finalement la théorie s'est imposée et le nom est resté. Juste après le Big Bang, la matière était dans un état extrêmement dense et chaud, donc on y revient dans un état de plasma de quarks et de gluons. Ensuite ça refroidit, les quarks se combinent pour former des protons. On a alors une soupe de protons et d'électrons, comme dans le Soleil, un plasma électrique, et cette soupe est très opaque. Les photons ne peuvent pas passer au travers, la lumière est bloquée. Il faut attendre 380 000 ans après le Big Bang pour que les protons et les électrons se combinent entre eux pour former des atomes d'hydrogène.
L'univers devient alors transparent et la lumière peut enfin irradier dans toutes les directions. Et la preuve de ça, c'est cette image, on appelle ça le rayonnement fossile. C'est le premier rayonnement émis à grande échelle dans l'univers. C'est un peu comme une photo de l'univers quand il était bébé. Ce sont les photons qui ont été émis il y a 13,8 milliards d'années et qui arrivent sur Terre seulement aujourd'hui. Les superamas de galaxies. Notre galaxie, la Voie lactée, mesure plus de 100 000 années-lumière de diamètre et contient plus de 200 milliards d'étoiles. Ce sont des nombres vertigineux, mais en dézoomant, on comprend qu'il existe en fait des structures encore plus grandes. Par exemple, la Voie lactée appartient à un groupe d'environ 80 galaxies qu'on appelle le groupe local. Ce groupe mesure 10 millions d'années-lumière, environ 100 fois la taille de la Voie lactée. Le superamas Laniakea, auquel on appartient, mesure environ 500 millions d'années-lumière, 5000 fois la taille de notre galaxie. Et si on dézoome encore, plusieurs millions de superamas occupent l'univers observable et se structurent sous forme de filaments pour constituer la toile cosmique. Les ondes gravitationnelles. Avec la relativité générale, on comprend que la structure de l'espace-temps est flexible et que des ondes peuvent s'y propager. Ces ondes gravitationnelles se déplacent à la vitesse de la lumière et sont généralement créées par des événements cataclysmiques comme la fusion de deux trous noirs. En 1974, en observant deux étoiles à neutrons en rotation l'une autour de l'autre, on s'est rendu compte que le système perdait de l'énergie et que ça correspondait exactement à l'énergie emportée par des ondes gravitationnelles. Ça collait parfaitement au calcul de la relativité générale. Ça, c'était une observation indirecte. Il a fallu attendre 2014 pour pouvoir faire une observation directe des ondes gravitationnelles. Pour ça, on utilise un détecteur formé de deux bras orthogonaux. On mesure ensuite la distance des bras très précisément par laser. Et si une onde gravitationnelle passe à proximité, ça fait vibrer ces bras sur des distances minuscules, mais qu'on arrive à détecter parce qu'on est super fort. Là, vous voyez une onde captée par deux détecteurs différents. On utilise plusieurs détecteurs pour être sûr que c'est pas le tracteur du coin qui passe à 1 km et qui fait vibrer l'instrument. En dessous, vous voyez la simulation numérique de ce qu'on devrait détecter si deux trous noirs entraient en fusion à des milliards d'années-lumière d'ici. On voit que ça correspond très bien et qu'on peut avoir une bonne confiance dans notre modèle explicatif. Avec ces ondes gravitationnelles, on dispose d'un nouveau moyen incroyablement efficace pour observer l'univers. D'ailleurs, en ce moment, on commence à concevoir les premières cartes du ciel basées sur les ondes gravitationnelles. Niveau 5, les abysses. L'intrication quantique. Si vous faites interagir deux particules, un lien va se créer entre elles. Et une des prédictions de la mécanique quantique, c'est que même si vous éloignez ces particules l'une de l'autre, le lien va se maintenir. C'est pas un lien matériel, c'est ce qu'on appelle l'intrication. C'est une manière de dire que tant qu'on ne fait pas de mesure sur une des deux particules, leurs destins vont rester entrelacés. Et ce qui est fou, c'est que si vous faites une mesure sur une des deux particules, ça va instantanément influencer la seconde. On a vu que les électrons pouvaient être dans une superposition d'états. Ici, les électrons sont dans un mélange de l'état 1 et de l'état 2. Ça peut être par exemple deux niveaux d'énergie différents. À partir de là, vous faites une mesure, vous forcez l'électron A à choisir entre 1 et 2. Par exemple, le résultat de la mesure, ça va être l'état 1. Et bien à ce moment-là, l'autre électron, l'électron B, même s'il est à des milliers de kilomètres, il va lui aussi tomber instantanément dans l'état 1. C'est comme s'il y avait un seul système. Vous mesurez en fait les deux électrons en même temps. Einstein n'aimait pas ça,
Il appelait ça l'action fantôme à distance. Effectivement, ça fait un peu magie vaudou. Sauf que, maintenant on le sait, c'est pas juste une prédiction théorique, ça a été vérifié dans des expériences. Il reste encore beaucoup de manières d'interpréter la mécanique quantique, mais on est à peu près sûr maintenant, la nature n'est pas locale, il y a des actions à distance. L'énergie du vide. Si vous faites le vide dans une pièce et que vous placez deux miroirs face à face avec entre eux une toute petite distance de quelques nanomètres, vous allez observer une force attractive entre ces deux miroirs. Cette force vient de l'énergie du vide. On l'a vu, on peut décrire la lumière de deux manières différentes, soit comme une onde, soit comme une particule. Soit vous parlez du champ électromagnétique, soit vous parlez des photons. Et le lien entre les deux, c'est que le champ électromagnétique peut gagner de l'énergie, mais ça va jamais se faire progressivement, ça va toujours se faire par à-coups. La raison, c'est que à chaque fois que le champ gagne de l'énergie, ça correspond à l'apparition d'un photon. C'est pour ça que c'est brutal. Vous avez d'un coup un photon en plus. Le système passe par exemple d'un état avec 2 photons à un autre état avec 3 photons. Donc l'état du champ électromagnétique, ça peut être 1 photon, 2 photons, 30 photons, mais ça peut aussi être 0 photon. Et c'est ça qu'on appelle le vide, c'est l'absence de photons, mais, et c'est ça qui est important, ce n'est pas l'absence de champ. Le champ électromagnétique, lui, il est toujours là. Et la mécanique quantique nous dit que ce champ électromagnétique, même quand il ne possède aucun photon, il va quand même avoir une énergie. Même quand il n'y a aucune particule, le vide présente des fluctuations et donc possède une énergie. Revenons à nos miroirs et essayons de comprendre pourquoi ils se rapprochent l'un de l'autre. Quand ils sont très proches, ça empêche certaines fluctuations de s'établir dans le petit espace entre les deux. Il y aura donc plus de fluctuations à l'extérieur, plus d'énergie à l'extérieur, et cette énergie va pousser les miroirs l'un contre l'autre. Le boson de Higgs. On a parlé des 3 interactions fondamentales, l'électromagnétisme, l'interaction forte et l'interaction faible, et on a vu que chacune de ces 3 interactions était portée par des particules d'interaction. L'électromagnétisme, c'est l'échange de photons, l'interaction faible, c'est l'échange de bosons W et Z, et l'interaction forte, c'est l'échange de gluons. En décrivant mathématiquement le fonctionnement de ces interactions, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de points communs entre l'électromagnétisme et l'interaction faible. Au XIXe siècle, on avait rassemblé la théorie de l'électricité avec le magnétisme pour former l'électromagnétisme. Là, on a fait pareil. On a décrit l'électromagnétisme et l'interaction faible dans une même théorie qu'on a appelée l'interaction électrofaible. Il restait juste une différence importante. Le photon qui porte l'interaction électromagnétique a une masse nulle, alors que les bosons W et Z qui portent l'interaction faible, eux, ils sont massifs. Pour expliquer d'où vient cette masse, Peter Higgs et d'autres physiciens se sont dit qu'il y avait forcément un champ présent partout dans l'univers qui donnait de l'énergie et donc de la masse aux bosons W et Z. Plus tard, on s'est dit que le même mécanisme pouvait donner également de la masse aux quarks et aux électrons, et pour prouver ce mécanisme, il fallait observer la particule associée à ce champ qui donne de l'énergie. C'est cette particule qu'on appelle le boson de Higgs. En 2012, on a observé au LHC à Genève une particule qui a exactement les mêmes propriétés que le boson de Higgs, notamment les bonnes interactions avec les bosons W et Z. L'observation, c'est cette bosse. Quand un boson de Higgs se désintègre, il émet des particules à une énergie précise. C'est ça la bosse, c'est un surplus de particules de désintégration. Donc on sait qu'on a détecté une nouvelle particule
Et en analysant les interactions, on trouve le même résultat que la théorie du boson de Higgs. Et donc, comme tout colle parfaitement, on est à peu près sûr d'avoir détecté le boson de Higgs. Bon, c'était un peu technique, un petit sujet plus léger pour souffler. Les planètes errantes. Selon certains modèles astrophysiques, il existerait des milliards de planètes errantes dans notre galaxie. Ces planètes ne sont rattachées à aucune étoile et il existe 2 scénarios pour leur formation. Dans le premier scénario, ces planètes appartenaient à des systèmes stellaires, elles étaient attachées à une étoile, mais elles ont subi soit une collision, soit un effet de fronde en passant très proche d'une autre planète, et à cause de ça, elles ont été éjectées loin de leur étoile. Le deuxième scénario, c'est une formation directe de la planète par agrégation de la matière dans les nuages moléculaires. Dans ces nuages, la matière s'agglutine par gravité, la pression au centre se met alors à augmenter jusqu'à ce que des réactions nucléaires se mettent en place. L'objet se met à rayonner et devient donc une étoile. Mais parfois, la masse agglutinée n'est pas suffisante, il n'y a pas de fusion qui se déclenche dans le cœur, l'objet n'émet pas de lumière, il reste dans un état inerte, au milieu de nulle part, loin des autres étoiles. Alors ces planètes errantes rayonnent quand même dans les infrarouges, parce qu'elles ont une certaine température, et c'est ça qui permet de les détecter. Une autre méthode de détection, c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'antigravitationnel. La masse de la planète va légèrement dévier les rayons lumineux d'un objet en arrière-plan, et ça va créer une déformation optique qu'on arrive à observer. On avait parlé de ce phénomène de l'antigravitationnel en détail dans une ancienne vidéo sur Interstellar. Et ce qui est fou, c'est qu'il est possible que certaines de ces planètes errantes aient de la chaleur interne et une atmosphère. Et donc, même si elles sont complètement isolées au milieu de nulle part, il est possible qu'elles abritent la vie. Les sursauts gamma. Nous sommes en 1967. La guerre froide est à son paroxysme et les Américains veulent surveiller si les Russes respectent bien l'interdiction d'essais atomiques dans l'atmosphère. Pour ça, ils envoient dans l'espace un satellite muni de détecteurs de rayons gamma. Les bombes atomiques émettent beaucoup de rayons gamma, donc c'est un bon moyen de détection. Assez rapidement, ils vont effectivement détecter des bouffées suspectes de rayons gamma qui durent quelques secondes. Ils vont trianguler le signal pour savoir d'où ça vient et confirmer que c'est bien les Russes. Et là, à leur grande surprise, ils vont se rendre compte que le signal ne vient pas de la Terre. Le signal ne vient pas non plus du Soleil, et on comprendra un peu plus tard qu'il ne vient même pas non plus de notre galaxie. Cette bouffée très courte et très intense de rayons gamma, on appelle ça un sursaut gamma, et c'est le phénomène le plus lumineux qu'on connaisse après le Big Bang. Aujourd'hui, on en a observé plusieurs milliers et on pense qu'ils sont produits par 2 phénomènes différents. Le premier, ce sont les supernovas, des étoiles très massives qui explosent. Parfois, cette explosion n'est pas symétrique. Il y a un jet de matière qui part dans une certaine direction et ce jet va émettre des rayons gamma très focalisés. Et si on est pile dans l'axe, on va détecter un sursaut gamma, même si le phénomène a lieu à des milliards d'années-lumière de la Terre. L'autre phénomène, c'est la fusion de 2 objets très massifs, par exemple 2 trous noirs ou 2 étoiles à neutrons. Pour l'instant, ces phénomènes sont détectés dans des galaxies lointaines, très lointaines. Si un jour ça arrive dans la Voie lactée, un peu trop proche de la Terre, et qu'on est pile dans l'axe, j'ai le regret de vous annoncer que ça va griller notre atmosphère instantanément. Donc profitez bien de la vie, ne gâchez pas votre temps. Bon, je vous rassure, en fait, c'est extrêmement improbable. Vous entrez désormais, à vos risques et périls, dans le domaine de la physique spéculative. Les éléments qui vont suivre sont tous plus mystérieux les uns que les autres, et leur existence est encore très incertaine. La matière noire. Le mouvement des objets célestes, des étoiles et des galaxies dépend de la force de gravité.
Et cette force dépend de la masse des objets en question. Donc en observant le mouvement des objets comme celui des galaxies, on est capable de déterminer leur masse. On appelle ça la masse dynamique. Or, il y a un autre moyen de déterminer la masse d'une galaxie. On sait relier la luminosité moyenne d'une étoile à sa masse. La lumière qu'on capte d'une galaxie, c'est la lumière des étoiles qu'elle contient. Donc en mesurant la luminosité totale d'une galaxie, on peut en déduire sa masse. On appelle ça, cette fois-ci, la masse lumineuse. Le problème, c'est que quand on s'est mis à comparer la masse dynamique et la masse lumineuse, on n'a pas du tout trouvé le même résultat. On a trouvé une masse dynamique beaucoup plus importante que la masse lumineuse. La masse totale de la galaxie qui crée la dynamique, qui explique le mouvement des étoiles, cette masse est constituée en partie de la masse lumineuse et en grande partie en fait d'autres choses. Cette autre chose, on ne sait pas ce que c'est et on appelle ça la matière noire. La masse qu'on mesure à partir de la luminosité des étoiles ne suffit pas à expliquer leur mouvement. Il manque de la masse pour expliquer plusieurs choses. La vitesse élevée des étoiles à la périphérie des galaxies, la vitesse élevée des galaxies elles-mêmes dans les amas, les lentilles gravitationnelles, la structure des amas de galaxies et du fond diffus, l'abondance de l'hydrogène et de l'hélium dans l'univers. Bref, il y a beaucoup de preuves, il y a forcément quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est. De nombreux candidats ont été proposés. Des naines brunes, des trous noirs, des nuages de gaz, des neutrinos, de nouvelles particules inconnues. Il y a même des gens qui pensent que c'est la loi de la gravité qu'il faut carrément modifier. On a proposé beaucoup de choses, mais pour l'instant, on est dans le noir complet. L'énergie noire. Grâce à l'effet Doppler, on s'est rendu compte que les galaxies s'éloignaient les unes des autres. L'univers est en expansion. Dans les années 90, on a étudié ce mouvement avec plus de précision et on a détecté une accélération de cette expansion. Non seulement les galaxies s'éloignent les unes des autres, mais ce mouvement de dilution est de plus en plus rapide. Vous voyez à gauche une expansion à rythme constant et à droite une expansion accélérée. C'est comme si la grille de l'univers était en expansion à partir de l'état très dense du Big Bang, mais que, en plus de ça, une énergie inconnue venait accélérer cette expansion. Cette énergie inconnue, on appelle ça l'énergie noire, et on n'a aucune idée de ce que c'est. On peut la modéliser en ajoutant une constante dans les équations de la relativité générale, on appelle ça la constante cosmologique. On peut aussi faire appel à un champ variable, donc quelque chose qui n'est pas une constante, et dans ce cas-là, on appelle ça la quintessence. On sait grâce à l'équation E égale mc2 que la masse et l'énergie sont équivalentes. Et donc on peut comparer la masse de la matière ordinaire, la masse de la matière noire avec l'énergie noire. Et si on fait ça, on se rend compte que la matière ordinaire, les étoiles, les gaz, les poussières, ne représentent que 5% de l'univers. La matière noire, c'est 27% et l'énergie noire, c'est 68%. La mort de l'univers. On connaît aujourd'hui 4 scénarios possibles pour la mort de l'univers. Le premier, c'est la mort thermique. L'entropie de l'univers va augmenter jusqu'à atteindre sa valeur maximale. Dans un futur très lointain, toute l'énergie sera dispersée et plus aucun processus physique ne pourra avoir lieu. La température ne sera pas forcément nulle, mais comme elle sera exactement la même partout, il ne pourra plus rien se passer. Le second scénario, c'est le Big Freeze ou le grand gel. Dans ce scénario, l'énergie se disperse, mais en plus de ça, on prend en compte l'expansion de l'univers. Si cette expansion continue indéfiniment, la température va tendre vers zéro et tout sera complètement gelé. L'univers peut donc arriver à sa fin beaucoup plus tôt que ce qui est prévu par la mort thermique.
Le troisième scénario est encore plus violent, c'est le Big Rip ou grand déchirement. Dans ce modèle, l'énergie noire, dont on vient de parler juste avant, celle qui cause l'accélération de l'expansion, cette énergie noire voit son intensité augmenter, ce qui finit par déchirer les galaxies. Ça finit aussi par déchirer les étoiles et même à la fin, carrément, les atomes. Enfin, dans le quatrième scénario, l'énergie noire voit cette fois-ci sa valeur baisser. Alors pas de faux espoirs, je vous préviens, l'univers ne sera pas sauvé pour autant. L'expansion arrête d'accélérer et la gravité finit par faire revenir les galaxies les unes contre les autres. Tout l'univers se retrouve comprimé à nouveau dans un état très dense et très chaud, un peu comme pour le Big Bang mais dans un état différent, c'est le scénario du Big Crunch. Bon, tout ça c'est dans des milliards d'années, c'est vraiment le futur extrêmement lointain. Les trous de verre. Quand on étudie de près les solutions des équations d'Einstein en relativité générale, on trouve que des trous noirs peuvent exister. On obtient des zones de l'espace dont il est impossible de sortir. Mathématiquement, on trouve aussi la solution inverse, une zone de l'espace dans laquelle il est impossible d'entrer. Cette zone, au lieu d'aspirer la matière à tendance à en éjecter, on appelle ça un trou blanc. Et il y a une possibilité qu'un trou noir soit relié à un trou blanc situé à un autre endroit de l'espace. Et donc théoriquement, si vous traversez le trou noir, vous ressortez par le trou blanc. C'est comme s'il y avait un tunnel qui permettait de prendre un raccourci à travers l'espace-temps. Ce tunnel, on appelle ça un trou de verre. Voilà une simulation de ce qui pourrait se passer si vous traversez un trou de verre. Vous avez peut-être déjà vu ça dans les films de science-fiction. Pour expliquer comment les personnages vont pouvoir voyager dans d'autres galaxies, on prend une feuille de papier, on dit que c'est l'espace-temps, on plie la feuille et on fait un trou dedans. Au lieu de rester sur la feuille de l'espace-temps et de parcourir des milliards d'années-lumière, les personnages prennent un raccourci. Alors les trous noirs, on sait que ça existe, on en a observé. Les trous blancs et les trous de verre, pour l'instant, c'est spéculatif. Le paradoxe de Fermi. Si les extraterrestres existent, vu les milliards de planètes qu'il y a dans la Voie lactée, ce serait bizarre qu'ils soient tous moins développés que nous ou qu'ils soient tous restés chez eux. Il n'y a pas de raison, il y a des systèmes stellaires qui sont bien plus vieux que le Soleil, il y a forcément au moins une race alien qui s'est développée dans la galaxie. Même en allant à 1% de la vitesse de la lumière, il faut quelques millions d'années pour tout coloniser. Sachant que la Voie lactée existe depuis des milliards d'années, normalement c'est faisable. Mais dans ce cas-là, comment ça se fait qu'on n'ait jamais vu d'extraterrestres pour l'instant ? C'est le fameux paradoxe de Fermi, et les scientifiques ont imaginé de nombreux scénarios pour l'expliquer. Voici une petite liste des scénarios que je préfère. Scénario numéro 1, nous sommes seuls dans l'univers. Il y a peut-être des sortes de bactéries sur d'autres planètes, peut-être même des organismes développés et intelligents comme des dauphins, mais pas d'espèces comme nous capables de créer une civilisation technologique. Scénario numéro 2, le grand filtre. Il y a toute une série d'événements qui viennent filtrer le développement interplanétaire. Peut-être que, statistiquement, il n'y a quasiment aucune chance qu'on se développe au-delà du système solaire, parce que ça finit forcément par mal tourner. Événements cosmiques cataclysmiques, épidémies, guerres, rejet de la technologie, dégradation génétique, il peut se passer plein de choses. Scénario 3, le désintérêt. Les aliens sont bien là, un peu partout dans la galaxie, mais ne nous contactent pas parce qu'on ne présente aucun intérêt. Il y a bien des colonies de fourmis en Amazonie qu'on n'a pas contactées parce qu'elles ne nous intéressent pas tout simplement. Scénario 4, les signaux indétectables. Il y a plein d'aliens de partout, ils communiquent entre eux, mais on n'est pas assez développé technologiquement pour capter leurs signaux. Dommage. Scénario 5, le complot de la CIA. Il y a des aliens un peu partout sur Terre, mais la CIA ne veut pas nous le dire. Scénario 6, le scénario des jeux vidéo, peut-être mon préféré. À plusieurs reprises, des espèces se sont développées, mais à chaque fois, elles se sont rendues compte qu'explorer l'espace, c'était à mourir d'ennui, et que c'était beaucoup plus fun de rester à la maison pour jouer à la PlayStation. La nucléosynthèse primordiale.
380 000 ans après le Big Bang, l'univers a suffisamment refroidi pour que le plasma initial se dissipe. Les électrons et les noyaux se combinent pour former les premiers atomes neutres. À partir de ce moment, la lumière peut enfin voyager sur de grandes distances, alors qu'avant elle était bloquée par le plasma. C'est ce qui a donné le flash lumineux qu'on observe encore aujourd'hui avec le fond diffus cosmologique. Si on remonte encore plus loin dans le passé, entre 3 et 20 minutes après le Big Bang, on arrive à la période pendant laquelle les noyaux se sont synthétisés. On appelle ça la nucléosynthèse. On a des protons qui restent seuls et qui formeront plus tard l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un proton plus un électron. Et en plus de ça, des associations de protons et de neutrons qui vont former l'hélium, le lithium, le beryllium et le bore. Autrement dit, les éléments les plus légers du tableau périodique. Pour voir apparaître les éléments plus lourds, comme le carbone ou l'oxygène, il faudra attendre la formation des étoiles et la fusion nucléaire en leur cœur. L'ère des quarks. Continuons à remonter dans le passé de plus en plus proche du Big Bang. Les protons et les neutrons qui se combinent pour constituer les noyaux ont été formés eux-mêmes un peu avant, pendant l'ère hadronique, qui se produit moins d'une seconde après le Big Bang. Ils ont été créés à partir des quarks, qui avant ça existaient sous la forme de plasma de quarks et de gluons. Cette phase de plasma de quarks et de gluons, elle n'existe qu'un millionième de seconde après le Big Bang, et c'est ce qu'on appelle l'ère des quarks. Donc on a d'abord le plasma de quarks et de gluons, puis les protons et les neutrons, puis les noyaux, et enfin les atomes complets avec les électrons autour des noyaux. Et c'est seulement au moment où ces atomes apparaissent que la lumière peut voyager sur de grandes distances. L'inflation cosmique. Pour expliquer d'où viennent les structures de l'univers, pourquoi y a-t-il des galaxies et des étoiles, pourquoi y a-t-il des objets plutôt que rien, les physiciens ont mis au point un modèle qui s'appelle l'inflation. Dans ce modèle, des fluctuations quantiques juste après le Big Bang font que certaines zones sont plus denses que d'autres. Ça fluctue. Il y a des endroits où il y a un peu plus d'énergie et des endroits où il y en a un peu moins. Et la seule manière qu'on a trouvé d'expliquer les structures actuelles de l'univers, c'est de supposer qu'il y a eu une expansion extrêmement rapide et brutale juste après la formation de ces fluctuations. Les toutes petites zones un peu plus denses à cause des fluctuations quantiques vont donner après l'expansion les zones un peu plus denses de l'univers dans lesquelles les galaxies vont se former. Et les zones qui étaient un peu moins denses à l'échelle quantique, après expansion, vont donner les zones de vide cosmique. La théorie de l'inflation n'est pas prouvée, mais elle donne vraiment les bonnes propriétés géométriques de l'espace-temps, et elle permet d'expliquer pourquoi l'univers a le même aspect partout. La grande unification. On a vu qu'on pouvait décrire l'électromagnétisme et l'interaction faible dans un même cadre qu'on appelle l'interaction électrofaible. Pour que ces deux interactions ne fassent plus qu'une, il faut des conditions de température extrêmes. On imagine que c'était le cas une fraction de seconde après le Big Bang, environ 10 puissance moins 12 secondes, un millième de milliardième de seconde. Donc là, on est encore avant le plasma de quarks et de gluons. Soyons fous, rapprochons-nous encore un peu plus du Big Bang. En dessous de 10 puissance moins 36 secondes, l'interaction forte vient elle aussi fusionner avec l'interaction électrofaible. C'est l'ère de la grande unification. Et en dessous de 10 puissance moins 43 secondes, c'est carrément la gravité qui vient prendre une forme commune avec les trois autres interactions. Cette période extrêmement courte juste après le Big Bang, on appelle ça l'ère de Planck, les glue balls.
Les glue balls, ou boules de glu, sont des particules hypothétiques formées à partir des gluons. L'interaction forte entre les quarks se décrit par l'échange de gluons, de la même manière que l'électromagnétisme entre les électrons se décrit par l'échange de photons. Donc, les photons sont à l'électromagnétisme, ce que les gluons sont à l'interaction forte. Mais l'analogie n'est pas complète, il y a une différence. L'électromagnétisme se décrit avec une seule charge. C'est la charge électrique qui est positive ou négative. L'interaction forte, elle se décrit avec 3 charges. On appelle ça les charges de couleur et on nomme les 3 charges rouge, verte et bleue. C'est juste une étiquette, ça n'a rien à voir avec les couleurs visibles. Et la théorie qui décrit cette interaction forte, donc qui décrit la dynamique des couleurs, on appelle ça la chromodynamique. Une des différences entre l'électromagnétisme et la chromodynamique, c'est que dans l'électromagnétisme, les photons n'ont pas de charge électrique. Un photon, c'est électriquement neutre. Alors que pour l'interaction forte, en chromodynamique, les gluons, eux, ils portent une charge de couleur. Les gluons sont colorés. Et ça va faire qu'ils vont fortement interagir les uns avec les autres. Dans certains cas, ils vont tellement interagir qu'ils vont former des boules de glu, en anglais des glue balls. Donc une glue ball, c'est un amoncellement de gluons, il n'y a pas d'autres particules dedans. On essaye de détecter ces glue balls dans les collisionneurs, au LHC à Genève par exemple. Pour l'instant, on n'a rien vu de probant, mais ce sera peut-être une des grandes découvertes de ces prochaines années, et ça permettra de confirmer encore un peu plus la chromodynamique. La théorie des cordes. D'un côté, la relativité générale décrit le comportement des objets à grande échelle, les trous noirs, les galaxies, et d'un autre côté, la mécanique quantique décrit les objets microscopiques. On dit parfois que ces théories sont incompatibles, c'est pas tout à fait vrai, elles ont des points communs. Elles se construisent sur des champs, des symétries, des invariances. Elles utilisent des objets mathématiques communs, des Lagrangiens, des tenseurs. Et il y a des cadres théoriques, tels que la théorie des cordes, qui proposent des manières de les agencer, des manières de décrire la gravité et la mécanique quantique dans un seul ensemble cohérent. Dans cette théorie, les briques de base de la nature ne sont plus des particules ponctuelles, mais des cordes extrêmement petites. Et on essaye de montrer que la vibration de ces cordes permet de retrouver les caractéristiques des particules, comme leur masse ou leur charge électrique. Pour que la théorie fonctionne, il faut des dimensions supplémentaires, en plus des 4 dimensions de l'espace-temps. Peut-être que ce sont des dimensions spatiales enroulées sur elles-mêmes à très petite échelle, mais bon, souvent c'est embêtant de devoir rajouter des dimensions vu qu'on n'en observe que 4. Et un moyen de s'en sortir, c'est de dire que ces dimensions en plus, on n'est pas obligé de voir ça comme des dimensions spatiales. Ça peut être en fait des champs qu'on rajoute en chaque point de l'espace-temps. Une autre hypothèse importante de la théorie des cordes, c'est la supersymétrie. On a vu qu'on pouvait distinguer d'un côté les particules de matière, comme les électrons et les quarks, et d'un autre côté les particules d'interaction, comme les photons et les gluons. Les particules de matière, on appelle ça des fermions, ça veut dire qu'elles n'aiment pas trop être collées les unes aux autres, et les particules d'interaction, ce sont des bosons qui au contraire aiment bien être rassemblés au même endroit dans le même état. La supersymétrie consiste à dire que chaque fermion connu possède un boson associé, une sorte de double maléfique, et qu'à l'inverse, chaque boson connu possède un fermion associé. L'électron, par exemple, c'est un fermion, c'est une particule de matière, et son partenaire supersymétrique, le sélectron, lui, serait un boson. A l'inverse, le photon, c'est pas une particule de matière, c'est une particule d'interaction, donc c'est un boson ici, et son partenaire, c'est un fermion, on appelle ça le photino.
Tous ces super partenaires, tous ces doubles maléfiques, ont des masses plus élevées que les particules de base qu'on observe pour l'instant. On pensait détecter ces super partenaires au LHC, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. La théorie des cordes, en plus de donner un cadre global à la mécanique quantique et à la relativité générale, permettrait d'étudier plus en détail les trous noirs, de mieux comprendre le Big Bang, de savoir d'où viennent toutes les particules et de comprendre pourquoi elles ont telle masse et pas une autre. C'est une théorie extrêmement prometteuse qui fait des prédictions très précises mais qui reste mathématique. Pour l'instant, on ne dispose d'aucune observation physique pour la tester. Il existe d'autres théories permettant d'étudier la gravité quantique, notamment la gravité quantique à boucle et la théorie des hypergraphes de Wolfram, les fuzzballs. Un des gros problèmes qu'on a actuellement avec la théorie des trous noirs, c'est que selon la relativité générale, un trou noir n'est caractérisé que par 3 grandeurs: sa masse, sa charge électrique et son moment angulaire, la manière dont il tourne sur lui-même. Un trou noir, c'est quelque chose de très simple. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de détails. On dit que les trous noirs n'ont pas de cheveux. Le problème, c'est que tous les objets qui sont tombés dans le trou noir, eux, ils comportaient des détails. Ils étaient décrits par un grand nombre d'informations. Et l'information, c'est conservé. Ça, c'est une loi importante de l'univers. Vous ne pouvez pas détruire de l'information. Or, les trous noirs finissent par s'évaporer à cause d'un phénomène qu'on appelle le rayonnement de Hawking, et ce rayonnement ne contient pas d'information. Donc on a un problème, l'information disparaît, on appelle ça le paradoxe de l'information. Un des moyens, il y en a plusieurs, mais un des moyens de résoudre ce paradoxe est donné par la théorie des cordes et les fuzzballs. Dans ce modèle, la masse et l'information qui sont coincées dans le trou noir ne tombent pas sur la singularité au centre. L'information reste stockée près de la surface, près de l'horizon des événements. Le trou noir n'est donc plus décrit comme une structure uniforme sans détails, sans cheveux, mais comme une sorte de pelote de cordes. À cause de la fluctuation de ces cordes, la surface du trou noir n'est plus un horizon bien net, mais une surface floue. Le trou noir est décrit par une sorte de boule floue, d'où le nom fuzzball. L'information n'est plus détruite, elle est stockée sur la surface, et donc on a résolu le paradoxe de l'information. On espère à l'avenir pouvoir utiliser les ondes gravitationnelles pour vérifier cette théorie. Les multivers. Les multivers, la théorie favorite des Marvel, sont issus de 2 raisonnements différents. Le premier type de multivers, ce sont les multivers cosmologiques. On peut imaginer que juste après le Big Bang, une mousse d'univers ait été créée avec chaque bulle qui connaît une inflation, une expansion extrêmement rapide. Dans certaines bulles comme la nôtre, l'inflation finit par s'arrêter, sauf que d'une bulle à l'autre, elle s'arrête dans des conditions différentes. Et ça va créer des univers avec des lois différentes et des constantes de la physique qui prennent d'autres valeurs. Ça, c'était le premier type. Le second type de multivers vient de la mécanique quantique. Une expérience très connue en mécanique quantique consiste à émettre des atomes à partir d'un four et de les faire traverser un champ magnétique. Ici, vous avez les pôles nord et pôles sud d'un aimant. Au milieu, on a créé un champ magnétique. Quand vous faites ça, les atomes n'ont que 2 trajectoires possibles. Soit ils vont vers le haut, soit ils vont vers le bas. Ce genre d'expérience, on appelle ça une mesure. Ici, pour ceux qui connaissent, on mesure le spin de l'atome. Et là où les choses commencent à être un peu funky, c'est que si on décrit littéralement le fonctionnement de la fameuse équation de Schrödinger, l'équation qui est au centre de la mécanique quantique, on peut dire qu'à chaque mesure de cette expérience,
2 univers sont créés. Un dans lequel l'atome est allé vers le haut et un autre univers dans lequel il est allé vers le bas. C'est une des interprétations de la mécanique quantique, c'est l'interprétation des multimondes. Et la conséquence qui retourne le cerveau, c'est qu'à chaque mesure, des embranchements entre plusieurs univers vont se créer. Tant qu'un scénario respecte les lois de la physique, il existe un embranchement où ce scénario est réalisé. Il y a un monde dans lequel les humains sont déjà sur Mars et c'est vous le président martien. Il y a un monde dans lequel vous avez 3 femmes ou 3 maris. Il y a même un monde dans lequel vous avez rangé votre chambre ce matin. Bref, on peut vraiment tout imaginer. Voilà, c'était le plus gros projet de la chaîne jusqu'à présent. Si ça vous a plu, abonnez-vous et cliquez sur le pouce vers le haut. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. Dites-moi quel point vous voudriez que je développe davantage. Merci aux tipeurs, merci aux gens qui donnent des super thanks sur YouTube. Allez, prenez soin de vous et à bientôt sur Livre et Science.